Écoutez, bonjour. Je vais peut-être commencer par ma petite météo parce que je trouve que c'est très impressionnant finalement de ne pas vous voir. Je pensais que ça serait plus anonyme et plus simple. Et en fait, de voir l'ensemble des noms qui défilent en haut de l'écran et qui apparaissent, c'est tout à fait impressionnant. C'est tout à fait impressionnant d'être dans ce triple moment où on est dans le temps immédiat des attentats, où on est dans le temps suspendu du confinement et où le propos que je dois vous tenir est un propos sur le temps long finalement, puisque cultiver et se nourrir, c'est le temps long. Et puis, au fur et à mesure des noms qui sont apparus, j'ai commencé à me rassurer en voyant quelques noms connus et qui sont partie prenante aussi de cette présentation avec lesquels j'ai travaillé, que ça soit un jeune prêtre, Emmanuel, Laurent, Raphaël, frère Joseph, Elena, les frères évêques qui travaillent à Terre d'Espérance. Et puis, j'ai vu aussi qu'il y avait l'évêque auxiliaire de mon diocèse. Donc, je suis maintenant pleinement rassuré. Je vais tenter de faire un partage d'écran. Alors, partager l'écran. Voilà. Partager, et puis je vais projeter. Alors, je ne sais pas si ça projette vraiment. Voilà. Donc, en fait, vous savez déjà le principal de ce que je vais vous dire, puisque vous avez lu dans La Croix il y a une quinzaine de jours ce numéro qui fait une entrée très intimiste dans le sujet de l'agriculture. Je voudrais mettre cette présentation sous deux termes que je retire de Laudato Si en introduction. Les connaissances fragmentaires et isolées peuvent devenir une forme d'ignorance. Laudato Si au paragraphe 138. Et puis Laudato Si au paragraphe 135, une discussion scientifique et sociale, responsable et large, capable de prendre en compte toute l'information disponible et d'appeler les choses par leur nom. Ces deux phrases, elles résument une partie de la problématique que nous allons traverser ce matin. C'est la question de l'étendue du savoir qu'il faut et auquel il n'est pas possible d'accéder tout seul pour comprendre et se diriger dans ce monde qui évolue d'une façon importante. Alors, je vais traverser 4 points assez rapidement. Finalement, où en est-on de la faim si on cultive la terre pour se nourrir? L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. On regardera aussi cultiver, mais dans quel environnement sommes-nous? On regardera ensuite quelques spécificités françaises. L'agriculture française est depuis 30 ans complètement plongée dans l'agriculture européenne et depuis une vingtaine d'années finalement complètement ouverte aux aléas mondiaux, que ces aléas soient économiques, sociaux, environnementaux ou sanitaires. Et puis enfin, on regardera quelques transformations, quelques pistes de transformation. Donc, peut-être de ces propos créeront des réactions, peut-être dirais-je des choses qui sont contestables, je ne l'espère pas. Je demande à chacun d'être bienveillant, effectivement, avec ce que je vais pouvoir développer. Où en est-on de la faim? La première question, vous voyez sur cette photo le 3e cavalier dans l'Apocalypse, parut un cheval noir, celui qui le montait tenait une balance dans sa main, une voix disait « une mesure de blé pour un denier ». Alors c'est un premier sujet intéressant, une mesure de blé pour un denier. Un denier, c'était le salaire d'une journée de travail et une mesure de blé, c'était la nourriture qu'il fallait pour une personne. Donc on voit bien qu'avec une mesure de blé pour un denier, ça ne pouvait pas fonctionner.
c'est l'Apocalypse. Dans la plupart des textes qu'on a sur ce temps de la vie de Jésus, on voit qu'un denier permettait de faire vivre et d'acheter, selon les années, de 10 à 15 mesures de blé. Donc ça permettait de faire vivre une famille, des anciens qui ne travaillaient plus et des jeunes qui ne travaillaient pas encore. Donc la question de l'accès à la nourriture se pose depuis tout le temps. Les famines ont marqué l'histoire de l'humanité. L'Ancien Testament en est plein, notamment sur les rives du Nil, hein, selon la qualité des crues. Il y avait des famines. Et jusqu'au Moyen Âge, on va dire, pour résumer, que les famines sont liées aux mauvaises récoltes, d'une part, et aux problèmes de soudure. La récolte n'est pas suffisante pour attendre la récolte suivante, et des problèmes de conservation. Est-ce que les denrées ont été bien conservées pour attendre la récolte suivante? Après le Moyen Âge, les famines deviennent moins fréquentes en raison du développement des capacités commerciales, mais elles sont souvent plus brutales. Pourquoi elles sont plus brutales? Parce que la population a commencé à augmenter, elle est beaucoup plus dense dans certains endroits du monde, et la densité aggrave finalement les phénomènes de manque de marchandises pour nourrir les populations. Et puis, on peut dire qu'à partir du XVIIIe siècle, la composante des famines ont principalement des composantes politiques et sociales. Ça n'est pas réellement le manque de récoltes et de produits à consommer qui sont en cause, c'est la gestion politique et sociale. On peut citer des exemples à la fois soit très proches de chez nous, comme l'Irlande au milieu du 19e, avec la maladie de la pomme de terre, hein, et la séquestration des récoltes par les Anglais à l'époque, qui a provoqué une famine très importante en Irlande, mais ça n'était pas le manque de production, c'était effectivement la gestion. Ou des exemples encore plus récents, en 1960, avec le grand bond en avant en Chine, qui a provoqué une désorganisation finalement des filières de production et qui a provoqué à la fois des exils et des morts en quantité importante. Les émeutes de la faim, encore plus récemment, en 2007-2008, hein, résultent plutôt d'une augmentation du prix dans des pays qui sont fortement dépendants des importations. Alors, donc on voit que ces famines aujourd'hui qui disparaissent, mais qui restent encore présentes en raison de gestion politique et sociale, elles s'accompagnent aussi du fait que on mange trop. Certes, on trouve dans la Genèse que l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais il n'est pas dit que tu pourras en manger trop, tu pourras en manger. Et on mange trop. Les besoins en calories par jour d'un homme sont d'environ 2000 à 2200 calories, et d'une femme de 1800 à 2000 calories. Et vous avez à l'écran l'évolution depuis les années 70 jusqu'à 2030 du nombre de calories consommées. Donc on a dépassé largement dans les pays développés la barre des 3000 calories. On consomme trop. Et la seconde chose, c'est qu'on consomme des calories qui sont de niveau second, c'est-à-dire qu'on consomme des calories qui viennent de plus en plus, sur cette durée-là, de plus en plus d'origine animale. Et évidemment, il y a une perte d'efficacité, puisque pour nourrir un animal, il faut d'abord avoir produit un végétal. On reviendra sur cette question. La question, pour autant, est y a-t-il assez de terres cultivables pour accompagner, première question, pour accompagner cette augmentation de la consommation? Alors oui, il y a encore beaucoup de terres cultivables mais non cultivées, principalement en Amérique du Sud et en Afrique subsaharienne. Dans les autres continents, on a peu de réserves de terres cultivables. On a aussi des terres qui sont non cultivables, et notamment une partie de ces terres ne sont utilisables pratiquement que par l'élevage dans le monde. Seul l'animal sait transformer les productions de ces terres non cultivables en énergie et en protéines. Donc on n'est pas dans une situation où
on a un véritable risque sur la production alimentaire globale. En revanche, l'allocation au bon endroit, ça sera une question. Dieu dit toujours, en bénissant les hommes, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Alors, je voudrais qu'on s'arrête sur ce schéma. Ce schéma, c'est l'augmentation depuis 1800 de la population dans le monde. Et vous voyez à droite du schéma en haut les hypothèses qui vont couvrir les années 2020 à 2040 et qui vont conduire aux chiffres que vous entendez couramment dans la presse. Nous atteindrons 9 milliards d'habitants en 2040 ou en 2050 et nous sommes aujourd'hui aux environs de 7 milliards. La première lecture qu'on doit faire, c'est qu'effectivement, depuis les années 1900, on est passé d'à peu près 1,8 milliard d'habitants à 7 milliards d'aujourd'hui. Eh bien, l'agriculture a accompagné cette transformation. Et vous avez en bas la petite barre rouge qui est stable entre 1900 et 2020, qui représente 800 millions de personnes. Ce sont les 800 millions de personnes qui, le soir, se couchent aujourd'hui en ayant faim. Alors, on va rester un petit peu sur ce schéma qui est important. C'est à la fois une très triste nouvelle. 800 millions de personnes aujourd'hui, autour de nous, se coucheront ce soir en ayant mangé insuffisamment et auront faim. Et pour autant, donc, cette proportion de personnes, si on regarde avec des chiffres, cette proportion est évidemment très inférieure. En 1900, ça représentait probablement proche de la moitié du nombre de personnes qui vivaient dans le monde. Et aujourd'hui, ça représente une proportion évidemment très inférieure. L'agriculture, c'est le premier pourvoyeur d'emploi de la planète. Elle emploie 1,3 milliard de personnes dans le monde. C'est à peu près 40% de la population active. Dans une cinquantaine de pays, l'agriculture emploie la moitié de la population active, voire même dans certains pays, 75% de la population active sont constitués d'agriculteurs. Il y a 900 millions d'agriculteurs, globalement, c'est un ordre de grandeur, qui cultivent à la main. Ils cultivent à la main environ 1 hectare et selon les technologies agronomiques, produisent de 1 à 10 tonnes de production agricole. Il y a 400 millions d'agriculteurs qui travaillent avec une traction et une fertilisation animale. C'est les animaux qui consomment une partie de la récolte qui apportent la fertilisation dans un fonctionnement circulaire. Il y a à peu près 430 millions d'animaux et ça leur permet de cultiver, comme ordre de grandeur, à peu près 5 hectares par personne. Ce qui fait donc 50 tonnes à peu près de production par agriculteur. Et puis, il y a 30 millions d'agriculteurs à peu près qui cultivent avec un complexe engrais, mécanisation et produits de contrôle des plantes, hein, et avec un ordre de grandeur de gestion d'une centaine d'hectares par personne, et donc soit une production d'1 millier de tonnes par personne. On voit bien que cette question, elle est absolument nécessaire, absolument remarquable, et elle doit être vraiment gardée en tête, puisque c'est cette progression et cette productivité qui permet de nourrir les 7 milliards d'habitants qu'il y a aujourd'hui sur Terre. C'est parce que l'ingéniosité, le progrès, la mobilisation d'engrais et de phytosanitaires aura permis de faire ça. Ça n'est pas sans conséquence, et nous allons y revenir, mais il faut quand même saluer cette performance tout en soulignant que la barre des 800 millions de personnes qui ont faim reste quelque chose de très sensible. En 1970, hein, c'est une donnée non scientifique mais bien réelle, en 1970, Jacques Dutronc chantait
800 millions de crèvent la faim, et moi, et moi, et moi. Alors, la population, juste pour jeter un coup d'œil, dans ces trois schémas, je vous demande de regarder le jaune et le bleu. En résumé, l'Afrique et l'Inde n'ont pas achevé leur transition démographique. La transition démographique, c'est le dispositif d'évolution sociale dans un pays qui conduit à la réduction du nombre d'enfants par famille et avec l'augmentation du niveau de vie, le changement des modes de consommation, des modes de vie. Donc, il reste principalement donc l'Afrique et l'Inde qui n'ont pas achevé leur transition démographique, alors que dans les pays développés et tempérés, la population stagne, voire diminue, et le régime alimentaire, lui, s'allège plutôt en produits animaux. On mange trop, et je vous projette la carte. Alors, évidemment, il faut être très, très prudent. L'obésité est une maladie extrêmement complexe qui n'est pas directement liée ou qui a un lien, mais qui n'est pas exclusif avec l'augmentation de la consommation. Néanmoins, sur cette carte, vous avez, plus la couleur est foncée, plus vous avez une prévalence de l'obésité. Et on voit qu'elle est très, très forte en Amérique du Nord, Canada, Mexique, États-Unis. Elle est très forte dans une partie du pourtour méditerranéen et en Australie. Et je vous montre la carte suivante. Là, c'est l'évolution de l'obésité sur les 40 dernières années, 1976 à 2016. On voit que l'obésité est en train de croître de façon extrêmement forte en Inde et en Chine, qui, dans le cadre de la mondialisation des systèmes alimentaires, adoptent une partie des modes de consommation qui étaient ceux des pays plutôt européens et occidentaux auparavant. Et enfin, pour compléter ce tour de la production, je vous montre un petit élément sur le gaspillage. On s'inquiète parfois de savoir si nous allons produire suffisamment pour les 10 milliards d'habitants qui seront sur notre planète en 2050. La vérité, c'est que nous produisons déjà ce qu'il faut pour les nourrir, puisque environ 30% de la production agricole dans le monde est jetée. Alors, elle est jetée de façon très différente entre les pays dits du Nord et les pays du Sud. Dans les pays du Sud, dont on a vu que la production était souvent une production manuelle avec de la traction animale. Il y a souvent beaucoup de pertes au moment de la récolte et au moment de la conservation. Dans les pays dits du Nord, les pertes se font plus dans la consommation. Le sujet sur lequel je pense qu'on peut s'intéresser, c'est la question du biais cognitif. Et là, je vous ai mis une étude qui a été faite sur le Canada, sur la perception de où se fait le gaspillage. Alors, le Canada doit à peu près gaspiller autant que dans les autres pays développés, c'est-à-dire à peu près 30% de sa consommation. La perception, pour les paramètres qu'il faut. La perception, c'est que c'est à peu près à part égale entre ce qui est perdu à la maison par les consommateurs, dans les restaurants, dans les épiceries et à la production. Donc ça, c'est la colonne du milieu. Et la réalité, quand on fait l'étude, c'est que le gâchis et ce gaspillage, il a lieu principalement à la production et principalement à la maison. Donc, on a aussi besoin de revisiter cette question-là. En France, on jette à peu près 20 à 30 kilos d'alimentation par an et par personne. Et il y a un chiffre qui est assez surprenant et assez aigu, difficile même à supporter, c'est que 7 kilos, parmi ces 20 à 30 kilos, 7 kilos sont jetés alors qu'ils sont encore dans leur emballage d'origine.
Ça, c'est les chiffres pour la France. Donc, on voit bien quand même en conclusion de ce premier point, on produit largement assez pour nourrir aujourd'hui nos populations. On ne parvient pas à éviter toutefois que 800 millions d'entre eux souffrent de la faim et que à peu près autant souffrent d'obésité. Donc on a un véritable problème de répartition. Je vous rappelle la petite balance du troisième cavalier de l'Apocalypse. Il a une balance dans la main et une balance d'équilibre. Donc il y a un vrai sujet d'équilibre, sans parler de tout ce qui est jeté, de tout ce qui est jeté. Une fois qu'on a dit ça, il faut regarder un petit peu dans quel environnement on se situe. Deuxième point, je surveille l'heure quand même. L'environnement dans lequel se situe le thème de cultiver et se nourrir, c'est un environnement d'augmentation de la population, on l'a vu. C'est un mouvement de vieillissement de la population. En 2030, je vais vous citer quelques chiffres. En 2030, il y aura 1 milliard d'habitants de plus de 65 ans. La plupart des villes et des mégalopoles mondiales seront dans les pays en développement et probablement aucun de nous ne pourra citer les noms de ces villes. Elles nous seront inconnues et pourtant ce seront des villes qui seront peuplées plus que Paris et sa région parisienne. En 2030, la classe moyenne représentera 60% de la population mondiale. Et qui dit classe moyenne dans un contexte de mondialisation des systèmes alimentaires, ça signifie une augmentation de la consommation de produits carnés et de produits laitiers, en particulier dans les zones qui continuent d'avoir des fortes populations en croissance. En 2030, pour faire face à ces besoins d'équilibre et de répartition, le commerce des produits agricoles et alimentaires aura continué d'augmenter. Et évidemment, ces données-là mettront sous pression la consommation d'eau, plus 40%, la consommation de nourriture, plus 20%, et la consommation d'énergie, plus 50%. Donc c'est un schéma, cet environnement, c'est un schéma d'urbanisation, de vieillissement et de gentrification. Dans un contexte où le système agricole dans les pays développés plafonne, les rendements en blé plafonnent. Vous voyez la courbe d'évolution des rendements depuis 1815 et jusqu'à aujourd'hui. On constate ce plafonnement des rendements dans la plupart des productions. C'est une donnée importante. Alors pourquoi on le prend sur le blé et le riz? Parce que le blé et le riz sont des céréales clés de la sécurité alimentaire mondiale. Ce sont ces deux aliments qui apportent l'apport calorique à toutes les populations du monde. Même si une partie, on l'a vu tout à l'heure, une partie importante de ces céréales sont destinées à nourrir l'attraction animale, 430 millions quand même d'animaux pour tirer les instruments agraires. Donc, dans les zones tempérées, ce seront donc les surfaces qui permettront d'apporter le surplus de calories nécessaire à l'approvisionnement, puisque les rendements sont stables et plafonnent. Ou alors réduire le gaspillage de façon massive. Et je sais que plusieurs programmes politiques s'engagent sur le sujet. Dans l'hémisphère sud, pour accompagner l'augmentation de la population, parce qu'on ne parviendra pas à réduire facilement le gaspillage, le développement de l'attraction animale et le développement de la mécanisation resteront des solutions et l'apport de capitaux pour développer l'agriculture de ces pays-là restera absolument essentiel
pour la stabilité, finalement la stabilité géopolitique mondiale, de même que la participation des grands pays producteurs à fournir les pays qui ne pourront pas, dans les 30 prochaines années, autosuffire à leurs besoins. Je vous montre une petite carte. Alors, ce n'est pas très facile, finalement, de regarder cette carte. Vous avez en vert, pour simplifier, vous avez en vert les principaux pays exportateurs de blé, et vous avez en gris foncé les principaux pays importateurs de blé. Si on ramène la question à la France et l'Europe, on voit qu'il y a deux pays qui sont en capacité d'exporter de façon régulière du blé sur le marché mondial. Quand je dis régulière, ça veut dire que ça n'est pas perturbant. Nous sommes dans des zones tempérées. Même si les aléas climatiques augmentent, la production reste assez stable dans nos pays tempérés. Et donc, nous sommes une force de stabilisation du marché mondial et principalement, on le voit, pour réguler les besoins de la zone méditerranéenne. On voit Arabie Saoudite, Égypte, Algérie, Maroc, qui ont eu des croissances des populations, mais la croissance de la production agricole n'a pas suivi et ils se trouvent dans des contextes de raréfaction de terre ou de difficultés finalement à pouvoir développer leur agriculture. Je voudrais revenir sur un peu une idée reçue qu'on a pu avoir ces dernières années, c'est que nos instruments de politique publique qui permettent à la France, à l'Allemagne dans une moindre mesure, d'exporter seraient des forces de désorganisation de la production, ou même, on a pu dire, des forces qui pourraient conduire à finalement affamer une partie des pays en exportant chez eux des produits qui finalement casseraient les projets de produire localement. Alors, ça n'est pas vrai dans la mesure où on dispose effectivement de terres et d'un climat favorable. Et si on s'interdisait de prendre en compte nos besoins, mais ceux des proches moins favorisés, on ne tiendrait pas compte du fait qu'on ne peut pas mettre en culture une partie des terres de ces pays et qu'ils ont un réel besoin dans les 30, 40 prochaines années de pouvoir s'appuyer sur un approvisionnement stable avec des prix relativement stables et des qualités qui conviennent à leur mode alimentaire. Je vous ai mis ça aussi parce que je crois que la mondialisation, elle concerne aussi maintenant la viande. On disait tout à l'heure que les pays qui sont en train de faire leur transition alimentaire, qui sont en train d'augmenter leur population et qui sont en train aussi de souffrir de malnutrition, mais plutôt par excès, la grosse flèche verte et la flèche violette signifient que ce sont aujourd'hui les pays comme le Brésil et l'Amérique latine et l'Australie qui ont développé des flux d'exportation de viande, principalement vers la Chine et l'Inde. C'est-à-dire que le premier acheteur de viande maintenant, c'est la Chine, qui a une forte croissance de sa population, qui a une classe moyenne qui augmente avec un pouvoir d'achat important et qui aujourd'hui veut consommer plus de viande. Eric, juste pour info, pas Eric, excusez-moi, Régis, juste pour info, il vous reste 3 minutes. Oula, alors, je vais aller très vite. On est dans un secteur très concentré. On a 7 milliards de consommateurs, 1 milliard de producteurs, mais en fait, on a très peu d'industrie agroalimentaire, on a très peu de distributeurs. Donc, on voit que la production, elle est coincée finalement entre un nombre très limité de fournisseurs d'intrants, semences, tracteurs, produits phytosanitaires, et puis elle vend sa production à relativement peu de négociants, et donc elle est un peu dans un étau. Alors là, ça ne marche plus. Voilà. Je passe sur celui-là. Je m'arrête une seconde sur celui-là, l'alimentation dans les dépenses entre 1960 et 2018. En orange, vous pouvez voir que la part dans les dépenses des ménages de l'alimentaire a baissé de 25 à 13%.
et elle a laissé la place au logement, qui est en vert, et puis aux loisirs. Donc, en fait, la réduction des coûts des produits alimentaires a vraiment permis d'amortir l'augmentation du coût du logement et de développer les transports, la communication et les loisirs chez nos concitoyens. Tout ça ne se fait pas sans impact sur l'environnement. Le nombre de sécheresses et leur intensité dans nos pays, là c'est la France, augmente. Les dates des vendanges se décalent. Donc on peut réellement dire que l'agriculture, elle est impactée par le changement climatique. L'agriculture, elle est aussi cause du changement climatique. Elle participe à l'émission des gaz à effet de serre de façon relativement modeste pour le dioxyde de carbone, mais de façon beaucoup plus significative pour les protoxydes d'azote et le méthane, et notamment le méthane à travers l'élevage. Elle n'est pas non plus sans impact sur la consommation d'eau. Si vous regardez les usages principalement agricoles, il y a tout de même en orange, le pompage des eaux souterraines n'est pas non plus anodin en matière agricole dans notre pays. Je vais passer pour aller un peu plus loin et accélérer. L'agriculture est confrontée à de nombreuses questions sociétales. J'en ai cité quelques-uns qui mériteraient chacun un développement, que ce soit la question de la biodiversité, que ce soit la question du foncier, des biotechnologies, des biocarburants, du flexitarisme, du végétalisme, du bien-être animal, du véganisme. J'avais eu l'intention de faire un petit développement sur le véganisme parce que je pense qu'il y a quelque chose de pas ajusté finalement à vouloir éliminer l'animal de notre vie, que ce soit les animaux de compagnie ou les animaux d'élevage. Je vous aurais montré que la polyculture élevage, elle est un levier essentiel de la durabilité de la production agricole. Voilà, moi je transforme l'herbe en lait, et toi, c'est quoi ton super pouvoir? Le Covid est aussi quelque chose qui est important. Nos concitoyens n'ont pas fait que regarder Netflix. Ils ont réellement changé leurs habitudes. Je ne peux pas le développer, j'ai plus le temps pour le développer, mais il y a eu vraiment des changements d'attitude, des accélérations dans les changements de pratiques alimentaires. Alors, les spécificités françaises, je vais en citer une. La population agricole, sur le temps long, elle s'est effondrée en pourcentage de la population active, 27% en 1949, elle ne représente plus que 2% aujourd'hui. Ça a des conséquences qui sont majeures socialement. Les agriculteurs deviennent minoritaires finalement, même dans les communes les plus rurales. Et de ce fait, puisqu'ils sont de moins en moins nombreux, il est assez clair que c'est une population vieillissante avec, dans les 15 prochaines années, les 10 prochaines années, un tiers environ des agriculteurs devront transmettre leur exploitation. Ça signifie qu'ils seront moins enclins à changer leur système d'exploitation d'aujourd'hui, parce que quand on est proche de la CD, c'est des projets très importants que de changer son système d'exploitation. Je rappelle qu'un agriculteur, il ne peut pas changer son système d'exploitation plus d'une dizaine de fois dans sa carrière, alors que nous, consommateurs, on peut changer notre régime alimentaire 3 fois par jour. Donc, il y a un vrai choc, du temps sur le sujet. Je vais passer pour accélérer. Un petit focus sur les circuits courts. On dit beaucoup que les villes ne pourraient pas s'approvisionner dans les 100 km qui entourent les aires urbaines. En réalité, c'est que le système fait que cette production, elle est souvent exportée dans le reste du pays et que la consommation des villes est importée du reste du pays. Il n'en reste pas moins que la capacité productive, si on prend les premières aires urbaines dans un rayon de 100 km et qu'on orientait toute la capacité productive agricole, ce qui est un exercice théorique, purement théorique, on couvrirait seulement la moitié des besoins des villes.
Donc, il faut encourager effectivement les circuits courts, mais il faut aussi savoir que ça ne pourra pas répondre à toutes les questions. Alors, je voudrais terminer par les motifs d'espoir. Premier motif d'espoir, c'est le fait qu'il nous reste beaucoup à découvrir dans le vivant, que la recherche est une piste pratiquement une terre inconnue. Là, ce sont les masses représentées par les différents êtres vivants sur notre planète. Les humains représentent 0,06 gigatonnes, alors que ne serait-ce que les bactéries représentent 70 gigatonnes. Des bactéries, il y en a plein partout, on ne les connaît pas bien, et en particulier dans les sols. Donc, le premier motif d'espoir, c'est de faire la rencontre et de découvrir tout ce qui se passe dans nos sols aujourd'hui et qui vont permettre de pouvoir avoir une agriculture qui soit moins dépendante finalement des intrants extérieurs. Le deuxième motif d'espoir, c'est les initiatives des agriculteurs. Les agriculteurs eux-mêmes sont en marche un peu partout. Ils le communiquent assez mal parfois. Ils n'ont pas forcément le temps pour les communiquer, mais ils cherchent en permanence. Et en tant que responsable des chambres d'agriculture, je vois bien toutes ces initiatives. Les politiques publiques évoluent avec beaucoup de tensions. On l'a dit tout à l'heure, dû au rapport entre le nombre d'agriculteurs et le nombre de non-agriculteurs. Ça ne facilite pas les débats. Les organisations professionnelles et les associations sont très actives. Et enfin, je ne voudrais pas conclure sans citer les initiatives au sein, effectivement, des agriculteurs qui se regroupent et des organisations chrétiennes. J'en cite trois. Une qui a été citée par Monseigneur de Moulin-Beaufort, Terre d'Espérance, en haut, qui est une initiative des évêques et des mouvements ruraux, justement pour parvenir à surmonter le fait de ne se parler soit qu'entre agriculteurs, soit en tension entre des agriculteurs et des citadins, mais réellement faire émerger un collectif et une co-construction rurale. Je cite les Journées paysannes, qui est un mouvement d'agriculteurs qui a beaucoup réfléchi finalement au parcours de réconciliation des agriculteurs, se réconcilier avec soi-même, son métier, comment je l'ai choisi, comment je l'ai hérité, se réconcilier avec son outil de travail, c'est-à-dire le sol, quelle attention je lui ai portée, se réconcilier aussi avec les autres qui m'entourent, qui sont plus nombreux, qui ne connaissent pas mon métier. Et puis, en bas à droite, une initiative de communautés religieuses pour s'entraider justement dans cette recherche d'un bien commun autour de la révolution écologique intégrale. Et pour conclure, peut-être un enseignement personnel, une suggestion personnelle que j'ai été amené à proposer aux jeunes de la communauté du Chemin Neuf, qui me posaient la question et je leur répondais: entrer en relation, on doit entrer et prendre le temps d'entrer en relation avec des agriculteurs. On doit accepter d'entrer dans la complexité. On ne peut pas se contenter d'informations brèves et partielles. On doit accepter l'écart de temps, de temporalité. On doit aussi, on peut expérimenter le vivant, et à ce titre, le rôle social de l'agriculture ou l'agriculture des activités agricoles urbaines est importante pour qu'on se rende compte, pour que les citadins se rendent compte de cette difficulté d'expérimenter le vivant, et puis d'interroger la proximité. C'est toujours plus facile d'interroger ce qui se passe autour de chez soi que de s'appuyer sur ce qui se passe et ce qui est très loin. Donc, je vais terminer en disant que peut-être le titre, Régis. Voilà, le titre de cette intervention qui m'a été proposé, cultiver la terre et se nourrir, peut-être devrait-il être reformulé et cultiver pour se nourrir et garder la terre vivable et fraternelle.